Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 des analyses tactiques sur Lichess. Des analyses tactiques que j'ai mises en place moi-même, hein. C'est pas les tactiques Lichess que vous pouvez faire. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, hein, je fais cette série-ci pendant le TIPC parce que donc j'ai dû faire la study avant et c'est déjà en place. Donc, ça me laisse plus de temps pour préparer mes parties pendant le tournoi. Donc, étant donné que le tournoi finit demain, je vais pouvoir me remettre à vous préparer des trucs un peu plus, enfin, qui vont me prendre du temps à préparer en plus, quoi. Enfin, et que j'avais pas déjà fait à l'avance. Alors ici, je vous fais un petit point TIPC rapidement. Donc moi, je suis à 5,5 sur 8 et Pierre est à 4,5 sur 8. Je l'ai battu hier. Il a gaffé dans le Zeitnote. J'avais un peu forcé la position avant. Donc j'étais pas bien. Et puis ici, on vient de gagner tous les deux. Donc on fait tous les deux un assez bon tournoi. Lui prend 100 points affidés, moi j'en prends 50. Donc voilà, on est plutôt content. Donc ici, on commence avec un exercice très facile, mais c'est un thème qui arrive très très souvent. On peut constater ici que le fou noir on va plutôt la faire en rouge, n'a plus de cases, hein, puisque là il se ferait prendre. Euh, donc si on pousse gentiment ici G3, voilà, le fou noir va tout simplement se faire prendre prochain tour. Donc c'est un thème tactique assez récurrent, qu'une pièce n'ait plus de cases. On peut voir parfois qu'on enferme des dames, donc ici on enferme un fou. La dame en général quand on l'enferme c'est dans un espace quand même assez réduit. Alors on va passer à la position suivante. Voilà. Donc ici on remarque que les noirs n'ont aucun bon échec. Et on va voir que cet exercice est un peu plus compliqué parce que le premier coup semble anodin en fait. Le premier coup, hop, c'est E6. Et c'est assez amusant parce que donc E6, vous pouvez voir, c'est un coup qui ne donne pas échec, mais c'est un coup qui met une pression dingue. Parce que en fait, on aurait pu voir d'abord cette variante-ci, Dame G8, hop, voilà, Roi E7, et la dame n'a pas d'échec. Et on constate quand même que toutes les cases ici en vert et même celle-ci, le roi ne peut pas aller dessus parce qu'elles sont tenues. Malheureusement, il reste le problème de cette case-ci, le problème que la dame n'ait pas d'échec. Et en fait, en jouant E6, on règle un peu ce problème-là. Donc tout simplement sur F prend E6, hop, dame G8, et maintenant le problème est réglé. Puisque la dame qui ne pouvait pas faire échec tout à l'heure n'a plus de pion sur F7 qui l'empêche de le faire. Donc il y a cet échec-là. Et le pion sur E6 règle l'autre problème qu'on avait. Donc après, le fait que le roi pouvait aller sur la case E6. Tout simplement. Donc, alors que ici, ben maintenant, hop, j'ai eu un petit problème de cadrage. Le roi maintenant ne peut plus aller sur la case E6 étant donné qu'elle est tenue par son propre pion. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre réaction alors sur le coup E6? On pourrait se dire que on va laisser la case D8 au roi, mais on peut voir qu'en fait ça ne sert pas à grand chose, hein. C'est tout simplement ce mat-là. Alors on pourrait se dire que on va essayer de défendre F7. Bon ici c'est plutôt pour l'idée, hein, étant donné que là il y aura tout simplement déjà la fourchette qui gagne 2 tours. Voilà, mais en fait, ça ne protège en rien F7, étant donné que le roi est obligé de passer devant la tour, et c'est exactement le même mat. On pourrait également se dire qu'on va protéger la case D7, mais ici, hop, on a juste à prendre la tour, et en fait, on va tout simplement mater sur G8 maintenant, directement, étant donné que le pion va contrôler la case 7 par laquelle le roi avait l'habitude de fuir dans les autres variantes. Donc voilà pour cette huitième position. Donc
On se souviendra donc que la tactique, c'est pas forcément un coup qui fait échec ou quoi. Là, ici, E6, ça a l'air d'être un bait coup, mais ça met une pression dingue et ça force des maths dans toutes les variantes. Alors, la position numéro 9. Alors ici, c'est assez sympa, c'est encore un exercice de promotion, comme on en avait eu un dans la vidéo précédente. Et ce qu'on va essayer c'est d'avoir cette tour-ci qui sera sur A7 et de pousser le pion afin que le roi bouge, puis de faire échec. Le roi devra encore bouger, de prendre la tour. S'il ne veut pas être foutu, le roi doit prendre. Et ce qui permettrait de pousser de pousser ensuite le pion à dame. Donc le schéma qu'on aimerait bien avoir, ce serait avoir cette tour-là, cette tour ici, et que ça soit quand même à nous de jouer, pour avoir la chance de pousser le pion, et puis de réussir l'enfilade. Et allez, le roi qui devrait prendre la tour et ne pourrait pas empêcher le pion d'aller à dame. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On commence par tour B7. Donc là, tout simplement, sur roi A8, hop, on obtient directement notre schéma. Puisque maintenant, en fait, on a perdu 2 temps pour arriver avec notre tour sur H7 sur A7 comme on le voulait. Et ici maintenant, il suffit de pousser C7 et on a notre schéma qu'on désirait. Donc je vous montre ce que ça donne. On prend ici, le roi est obligé de prendre. Enfin, peut aussi, s'il ne prend pas, ben on va juste pousser le pion qui sera défendu par la tour, donc ça n'a aucun intérêt de ne pas prendre. Et ici, on va aller gratter les pions. Et il suffit de mater avec roi-dame. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le roi peut également aller sur C8. Hein, comme vous remarquez ici, le roi n'a jamais que 2 coups. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, on joue quand même tour A7. Et là, la différence, c'est qu'on menace mat en fait. Alors, on a la même position après roi B8. Et on ne peut pas jouer un coup de tour, par exemple, étant donné que là, par exemple, bah, ça ne servirait à rien, étant donné que le pion protège le roi. Et donc, comme on menace mat, on est obligé de bouger le roi. Donc, il y a 2 coups. Sur roi B8, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Roi prend et dame. Et et donc, sur roi D8, attendez, sur roi D8, on a la même enfilade. Le roi est quand même obligé de partir. Et là, maintenant, voilà, on aide notre pion à passer. Alors, petite subtilité ici, c'est de jouer C7 à la place de jouer roi B7. Hein. On pourrait se dire que roi B7 tient toutes les cases et aide le pion à pousser. Mais en jouant sur roi B7, par exemple, on pourrait on laisserait les noirs pousser directement. On perd un temps avec le roi. Ici, ça ne porterait pas à conséquence, hein, étant donné qu'on dame avant, et qu'on dame avant, et surtout sur échec. Mais le pion aurait été une case plus loin, ça porterait à préjudice. Alors que si on pousse d'abord C7, le roi noir est obligé de venir empêcher le pion de pousser, et ensuite on joue roi B7. Ce qui nous permet maintenant d'être sûr de pousser le pion avec échec, et de 2, on a gagné un temps en forçant roi D7. Donc dans cette position-ci, c'est pas vraiment important. Là, roi B7 permettait ici donc de damer sans problème. Mais si le pion avait été tout simplement une case plus loin, ou si le roi avait été sur une case où il n'était pas en échec, eh bien là c'était très préjudiciable de jouer roi B7 à la place de jouer C7 tout de suite.
Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo, donc le troisième épisode des analyses tactiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la page Facebook que je vous mettrai comme d'habitude en description. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo hein, qui devrait sortir dimanche hein, du Blitz ou du Bullet comme d'habitude. J'ai des retours sympas sur le Bullet, donc enfin sur les Bullets où je fais un peu n'importe quoi. Donc je pense on va continuer là-dessus. Et puis bah, je vous dis d'ici là portez-vous bien. Ciao ciao.